bonsoir à tous. Merci. Euh, Moi, j'ai l'habitude de dire, en fait, pour être un bon architecte, il faut un certain nombre de qualités. Et ces qualités, elles sont d'avoir du talent, bien sûr. Enfin, ça, c'est pas le plus compliqué, hein, entre nous, d'avoir du talent. Mais c'est d'avoir une très, très bonne santé, d'abord. Ensuite, d'être très solide psychologiquement. Et ensuite, de vivre très vieux. Vivre très vieux, parce que ça prend tellement de temps de devenir architecte, d'abord, de faire ses études, ensuite de devenir architecte, et puis ensuite de construire, de faire plein d'erreurs, et puis après de ces erreurs, de les corriger, et puis on arrive, après 30 ans de métier, à se dire, bon, c'est ça que je veux faire. Mais on a déjà tout fait, alors il faut encore recommencer à apprendre. Voilà. Donc il faut avoir la santé, il faut être solide et vivre très vieux. Vous allez voir, je vous ai préparé plein d'images, bien sûr, mais je voudrais vous parler d'abord de ce métier extraordinaire, celui d'architecte, vous dire comment je le fais, pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce qui m'a motivée, à la fois avant que je décide d'être architecte, pendant mes études, et ensuite pendant mon travail, et qu'est-ce qui me motive aujourd'hui, où j'en suis. Voilà, c'est surtout ça. Alors, préalablement à ça, je vais vous dire qui je suis. Donc, mon nom, vous le connaissez. Je connais bien la région puisque je suis née à Lyon et j'y ai vécu pendant 42 ans. Je suis née à la Croix-Rousse à Lyon. Et depuis 12 ans, je suis à Paris. Ça, c'est encore un autre sujet. Pourquoi c'est aussi difficile de rester en province quand on est architecte? Un autre sujet. On n'en parlera pas trop ce soir. Donc, je me présente, voilà, mon nom, j'ai 53 ans, j'ai 4 enfants, mon aînée est architecte, urbaniste, historienne, mon deuxième est architecte, designer, mon quatrième est étudiant en architecture, et mon troisième est dans la communication visuelle. Donc, les chiens ne font pas des chats, c'est clair. Et alors, bien sûr, ils sont tombés tout petits dans le développement durable. Alors, ma fille travaille avec moi, mon fils travaille pour moi. Le dernier fait encore ses études, mais commence à embêter un peu ses enseignants sur le sujet du développement durable. En dehors de ça, eh bien, voilà, mon activité, j'ai un cabinet d'architecture. J'ai une société avec une vingtaine de personnes. J'ai une société qui fait du conseil en développement durable auprès des municipalités, auprès des institutions, auprès des bailleurs sociaux, auprès de toute une série d'organismes. Et puis j'ai une autre activité encore, c'est que je suis enseignante. J'ai toujours enseigné. J'ai enseigné dans plein d'endroits. J'ai enseigné en France, j'étais titulaire de mon poste à Saint-Étienne, j'ai enseigné à Lyon, j'ai enseigné à Oslo, j'ai enseigné aux États-Unis, j'ai enseigné en Norvège, j'ai enseigné en Allemagne. Et là, depuis 10 ans, je dirige l'Institut d'architecture et développement durable à l'Université technique de Vienne, en Autriche. Voilà. Et puis en dehors de ça, j'ai une autre activité qui est mon activité de militante pour le sujet du développement durable. Voilà. Et c'est de ça dont je vais vous parler parce que c'est finalement ma motivation, la motivation un peu de toute ma carrière, sauf que c'est maintenant, après 30 ans de travail, que je me rends compte que c'était vraiment ça, mon but, que j'ai, on va dire, à peu près atteint, mais maintenant le problème que j'ai le ballon entre les pieds, c'est de le pousser plus loin pour continuer à faire avancer la réflexion dans ce domaine. Alors, voilà, le sujet de développement durable, vous savez, dans la plupart des écoles d'architecture, c'était un sujet à peu près inexistant, on va dire jusqu'à hier, avant-hier, ou peut-être avant-avant-hier, qui n'intéressait personne. Aujourd'hui, non, grâce en particulier à des films comme celui d'Al Gore ou celui de Yann Arthus Bertrand ou encore celui de Nicolas Hulot qui est sorti il y a quelques jours, ça devient un sujet pour tout le monde, pour chacun. La grande différence, c'est que nous les architectes, on est particulièrement concernés par ça.
Alors, je ne vais pas faire ce soir un cours sur le sujet du développement durable, mais ce que je peux vous dire, c'est que globalement, la construction, en général, représente, on va dire, 40% des problèmes. Parce qu'elle utilise 40% à peu près des ressources en matériaux, des ressources en énergie, des ressources en eau, des ressources en sol. Donc, être architecte aujourd'hui, face à ce grand défi, c'est d'abord s'engager. Voilà. C'est s'engager pour essayer de transformer ce monde bâti, pour l'inscrire dans une démarche qui va peut-être réussir à réparer un petit peu la planète et construire de fait un monde meilleur. Mais vous voyez, je dis aujourd'hui monde meilleur. Il y a quelques années, j'avais envoyé une carte de vœux avec ça, monde meilleur dessus, en parlant de l'engagement. Puis je l'avais écrit en 3 langues. Voilà, de cet engagement-là. Il y avait des gens qui s'étaient écroulés de rire en disant elle est complètement catho, ça fait boy scout, monde meilleur. Bon, franchement, hein, c'est pas un peu ridicule quand même pour une architecte qui se devrait théoriquement d'être dans l'art, la beauté, l'équilibre, les proportions, la magie du monde bâti. Elle parle de monde meilleur, c'est un peu cucu quand même. Hein. Et aujourd'hui, tout le monde en parle quand même. Il y a, alors bien sûr, il y a les politiques, les gens qui font ce que j'appelle moi du greenwashing, hein, ceux qui déguisent leurs projets normaux en projets verts, tous ceux qui parlent de ça parce que c'est à la mode, et puis il y a ceux qui font. Et vous, futur architecte, c'est ce que vous devrez faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez coupable. Vous serez coupable parce que dans 20 ans, dans 30 ans, vous serez ceux qui auront commencé déjà à construire et vous aurez des enfants. Et vos enfants vous diront « Mais papa !» Maman, il y a beaucoup plus de filles que de garçons d'ailleurs, hein, je crois, en première année. « Maman, qu'est-ce que tu as fait à l'époque pour faire qu'on ne vive pas cette catastrophe? Qu'est-ce que tu as fait? Rien? T'es nul. » C'est clair. Vous êtes les futurs responsables de notre cadre de vie et les futurs responsables de l'utilisation des ressources pour la planète. Et vous allez bientôt, si vous ne vous engagez pas, si vous n'allez pas jusqu'au fond, jusqu'au bout de ce combat-là, vous serez coupable de n'avoir rien fait. Alors vous ne serez pas tous profession libérale, vous n'aurez pas tous votre bureau, mais vous allez travailler chez d'autres. Et il va vous falloir que vous résistiez et que vous disiez « ça, je refuse de faire ça. Non, je ne suis pas d'accord. » Voilà. Il faut savoir ça parce que je crois que vous ne vous en rendez peut-être pas compte. C'est peut-être pas ce qui a fait votre motivation pour être architecte, mais c'est en tout cas l'enjeu auquel vous aurez à faire face. Voilà. Pour moi, donc ça c'est un article parce que j'aime beaucoup faire de la prospective. Parce qu'un architecte, vous savez, quand un projet se décide aujourd'hui, il faut en moyenne 7 à 8 ans pour qu'il se réalise. Alors, il faut 1 an pour que le programme se fasse, encore 1 an pour boucler tout ça, un concours d'architecture, etc. Puis dans 3 ans, l'architecte aura son contrat, il va mettre des mois à le négocier, il va déposer un permis de construire, ça va prendre des mois, il va faire ses plans, ses dessins, il va trouver des entreprises, il va finir par construire. Sur chantier, il y aura des problèmes. Tout ça, c'est très, très, très long. C'est pour ça qu'il faut vivre très vieux. Parce qu'on ne fait pas beaucoup de projets dans sa vie. Ah, c'est pour ça qu'il faut en rater aucun aussi. On n'a pas le droit. Parce qu'un projet raté, c'est 8 ans de sa vie professionnelle. C'est pour ça qu'il faut travailler comme un fou. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne santé. Voilà. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des enfants architectes aussi. Parce qu'au moins, comme ça, ils comprennent un peu pourquoi on n'est jamais là. Voilà. Alors, je disais... Qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Je parlais de la durée, voilà. De la durée des projets et de l'engagement nécessaire très très vite. Alors le sujet du développement durable, je voudrais quand même en parler un tout petit peu. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans ce sujet-là. Moi, j'ai voulu être architecte au départ pour être designer industriel. À 14 ans, hein, je savais ce que je voulais faire. Donc à 14 ans et demi, j'ai demandé, on m'a dit « Oh, pour être designer, il vaut mieux être architecte. » C'est vrai.
C'est vrai, on le voit bien, les meilleurs designers, on va dire, ou les plus connus sont bien souvent architectes. Même les grands couturiers ont souvent fait des études d'architecture. Il y a cette capacité à travailler sur la forme, sur le volume, sur la matière, avec un budget. Moi, je trouve que le métier le plus proche de l'architecte, finalement, c'est être réalisateur de cinéma. Parce que comme le réalisateur de cinéma, on a un projet, on a un énorme budget. Le bâtiment, ce sont des sommes colossales, hein, un énorme budget. On doit faire avec des équipes. On a un producteur, comme nous, architectes, on a des clients, des maîtres d'ouvrage. Voilà. On doit faire avec le politique aussi. On doit également, il faut que je fasse attention, il faut que je reste dans la lumière. Hein. C'est ça, hein? Ouais, d'accord. On doit également faire avec l'avis du public. Voilà. Je trouve que c'est le métier le plus proche, c'est d'être réalisateur. Mais moi, je voulais être designer. Donc, j'ai fait mes études d'architecte à l'école d'architecture de Lyon. J'y suis rentrée très jeune et j'en suis sortie très jeune aussi. Et puis, à cette époque, c'était très simple, je veux dire, d'être jeune architecte. C'est beaucoup moins compliqué qu'aujourd'hui. Donc, j'ai jamais travaillé chez un confrère. En sortant de mes études, directement, avec mon associé de l'époque, on a monté une agence. Voilà, ce qui est absolument pratiquement impossible aujourd'hui, donc j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. Et puis on a commencé à avoir des tout petits projets. Des tout petits projets, là c'est une petite maison en Ardèche, vous voyez, extrêmement minimale, avec le minimum de matériaux. Alors ce sujet de développement durable, à l'époque on n'en parlait pas comme ça. Mais moi j'ai fait mes études donc, pendant les années 70, et au moment des chocs pétroliers, en tout cas du premier choc pétrolier. Alors, vous vous en souvenez pas, vous êtes trop jeune, mais il y avait la chasse au gaspillage, il y avait on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, toute une série de slogans de l'époque. Voilà. Donc ça nous imprégnait beaucoup. Et à l'époque, dans les écoles d'architecture en province, pas à Paris, pas à Paris. En province, et à l'école d'architecture de Lyon, eh bien, on étudiait l'architecture solaire, bioclimatique, on faisait des maisons avec des serres, des choses comme ça, dans une idéologie qui était une idéologie relativement babacool à l'époque. Hein. C'était plutôt dans la suite des mouvements hippies, de tous les mouvements alternatifs post-68. Mais avec, par ailleurs, une espèce de conscience. Alors là, je vais m'adresser aux filles ici qui commencent leurs études d'architecture. Le sujet des développements durables, sachez-le, c'est un sujet où l'engagement féminin est beaucoup plus important que l'engagement masculin. Et j'espère que ça va changer. Il y a beaucoup plus de femmes dans ce domaine-là que d'hommes. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce que nous, les nanas, eh ben, on nous a dit depuis qu'on est toute petite qu'on allait s'occuper des autres. Hein? D'abord, on s'est occupé de notre petit frère, notre petite sœur, on a aidé maman à la maison, on a fait tout ça. On nous dit, tu auras un mari, et puis lui, il ne saura rien faire, donc il faut que tu fasses tout à ta place. Ça reste absolument vrai. Hein. Donc, voilà. On nous a dit, on nous a fait comprendre qu'il allait falloir qu'on s'occupe des autres. Et moi, je pense que ça vient de là, tout simplement, ce sujet de développement durable investi par les femmes. Parce qu'on est peut-être un peu plus préoccupés, nous, femmes, de l'autre, plutôt que de notre propre nombril. Oh, il y a quelques architectes femmes qui sont bien, on va dire, masculines dans leur rapport à l'autre. Enfin, pas toutes. Mais c'est une raison pour laquelle les femmes donc, sont beaucoup plus présentes dans ce domaine-là. Alors, je vous encourage, mesdames, mesdemoiselles, qui commencez des études, à aller très fortement dans ce domaine-là. Vous aurez moins de concurrence de la part de vos collègues masculins. Voilà. Alors ça, c'est la deuxième raison, je pense, parce que je suis une femme. Donc les chocs pétroliers, je suis une femme. Et puis aussi, mes parents avaient une maison près de Lyon. Et il n'y avait pas d'eau dans cette maison. Il y avait un puits qui était à sec systématiquement. Alors, on récoltait l'eau de pluie, ça tombait dans des grandes bassines. Dans ces grandes bassines, des grandes citernes hein, qu'on avait installées dehors, on prenait nos bains là-dedans. Hein, on se lavait avec un peu de sable, on se frottait avec du sable simplement. Et puis, on laissait l'eau dedans, bien sûr, donc du sable au fond. Puis cette eau-là, on l'utilisait pour faire la vaisselle aussi. Mais la vaisselle, on la faisait avec du savon de Marseille. Et du coup, l'eau de la vaisselle, on l'utilisait pour arroser le potager.
Donc, vous voyez le cycle de l'eau qu'on avait. Ça vous marque, enfant, quand même. Vous rendre compte que la ressource, eh bien, elle est rare. Être dans cette stratégie intellectuelle de la rareté de la ressource. Alors, quand on voit les problèmes qu'il y a aujourd'hui d'eau, quand c'est urgent de s'intéresser à ça, et quand j'entends dire oh, quel projet extraordinaire, on a récupéré les eaux de pluie. Je dis attendez, vous voulez rire? C'est quand même, c'était évident. Et certains trouvent que c'est une innovation bien dangereuse que de faire des choses pareilles. Voilà, alors ça c'est encore une autre raison pour laquelle je me suis engagée là-dedans. Et puis la dernière, qui est que quand je suis sortie de l'école avec mon associé, on a fait un concours international et c'était le premier concours européen d'énergie solaire passive qu'on a gagné. Et après, l'aventure a démarré. Voilà. Alors, démarrer une aventure comme ça, c'est tout apprendre. C'est tout apprendre, mais aussi la possibilité de s'exprimer. Et je dois dire que par le fait de n'avoir jamais travaillé chez un architecte avant, je ne savais pas faire grand-chose, c'est clair, mais en même temps, j'avais l'esprit complètement vide, complètement libre. Et moi, à l'époque où j'ai fait mes études d'architecture, mes enseignants me disaient ne jamais ouvrir une revue d'architecture. Interdit. Ça va vous pourrir la tête. Ça va vous donner des images alors qu'il faut que vous restiez totalement indemne de tout préconçu. Et j'avoue que j'ai même jamais étudié l'histoire de l'art ou l'histoire de l'architecture. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça explique qu'un certain nombre de gens de ma génération, donc des gens qui ont maintenant entre 50 et 60 ans, très connus, ont eu cette liberté, cette possibilité vraiment de découvrir des champs nouveaux au début des années 80. Alors dans les années 80, il y a quand même un petit sujet sur le développement durable, pas sur le développement durable, on n'en parle toujours pas à l'époque, mais sur la question de l'énergie suite à la chasse au gaspillage, suite au choc pétrolier. Et on a gagné à cette époque un concours, j'avais 24 ans, un concours pour une école économe en énergie près de Paris, à Cergy-Pontoise, celle-ci. Et puis grâce à ce concours aussi, on avait gagné ce qu'on appelle les albums de la jeune architecture, qui est un prix, une récompense pour de jeunes architectes et qui leur permet de se présenter sur des concours et d'être retenus sur des concours. Et on s'est présenté sur le concours de l'école d'architecture de Lyon et qu'on a gagné à l'époque. Et là, vous en voyez le bâtiment qui a eu la première façade au monde vitrée, double façade. Et là, on tombe bien sur le problème de l'innovation et des difficultés qui n'a pratiquement jamais fonctionné. Voilà. C'est une double façade vitrée, qui est une au nord, l'autre au sud. Alors, vous n'êtes pas encore formé en tant qu'architecte, mais vous pouvez comprendre. La façade à l'est, elle reçoit le soleil le matin, donc il y a une surchauffe entre les deux parois de verre. Tandis que la façade à l'ouest, en hiver, bien entendu, elle est froide puisqu'elle ne bénéficie pas d'ensoleillement. Donc l'idée, c'était de prendre cet air chauffé dans la façade est et de l'insuffler dans la façade ouest pour répartir la chaleur, et inversement l'après-midi. Voilà. Mais à l'époque, il n'y avait pas un ingénieur pour calculer ça. Aujourd'hui, c'est sans difficulté. Le problème, il est là aussi. C'est comme le réalisateur de cinéma, eh bien, on ne travaille jamais seul. Et un réalisateur de cinéma, s'il a de mauvais acteurs, s'il a un mauvais directeur de la photo, eh bien, il fait un mauvais film. Et nous aussi, on a des partenaires. Et c'est avec nos partenaires qu'on peut avancer. Il faut avoir des partenaires avec lesquels on travaille. Alors, on a souvent appelé l'architecte chef d'orchestre. Il faisait jouer la musique aux autres et lui, il organisait tout. Moi, je ne crois pas que ce soit le mot juste. Parce que là, ça suppose qu'il soit le chef. Bon, alors c'est vrai que l'architecte a un rôle prépondérant, mais il ne fait pas jouer la musique aux autres. Il joue sa propre musique avec les autres. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et donc sur ces sujets en particulier, de comportement thermique des bâtiments, de structures aussi un petit peu complexes. Vous voyez là, par exemple, il y a des toiles tendues. Ça, c'est début des années 80, le projet. Hein. Des toiles tendues avec des hauts-bannés, avec, vous voyez, ces pièces métalliques. C'était très, très compliqué de trouver des bureaux d'études qui soient capables de le faire. Et sur ce projet, on a travaillé avec un bureau d'études que vous ne connaissez sûrement pas encore, qui nous a donné des conseils. Il n'a jamais été notre bureau d'études, nous a donné des conseils. C'est Peter Rice qui est, voilà,
Après Jean Prouvé en France, Peter Rice a été dans les années 70 à 90 le plus grand ingénieur du monde, je pense, en termes de calcul de structure. Parce qu'on ne peut pas le faire seul. Et puis alors d'autres choses, Patrice Dehaene s'en souviendra bien. Il s'agit de maisons en terre. Alors là, on se rapproche de chez vous, puisque c'est à l'île d'Abo. Ça, c'est une photo de chantier que j'aime bien, parce qu'on montre bien la simplicité de l'architecture. 3 matériaux, vous voyez, il y a un grand arc en béton. Derrière, il y a des murs en pisé avec la maison, ce sont des logements. Et puis dessus, il y a une toiture serre qui récupère l'énergie, voilà, qui préchauffe l'air avant de l'insuffler dans la maison. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est une écriture, on va dire, très classique. À l'époque, ça ne l'était pas forcément pour faire des maisons de logement social. Hein. Et puis, c'est une écriture qui est datée, parce qu'il faut le reconnaître, l'architecture, ça se date. Et à l'époque, c'était l'époque où on redécouvrait, on va dire redécouvrait, on ne l'avait pas oublié, mais où on parlait beaucoup de Louis Kahn. Vous entendrez parler de lui sûrement au cours d'histoire de l'architecture, beaucoup même. De Mario Botta, qui était une espèce d'homme dans le Tessin, qui était une école d'architecture tout à fait remarquable et qui travaillait dans ce genre de forme. On peut pas, on imagine toujours quand on est architecte qu'on travaille hors du temps. C'est pas vrai. On est complètement dans le temps. Moi qui suis germanophile et fun, c'est le Zeitgeist. Voilà. Le Zeitgeist, qu'on utilise aussi en psychanalyse dans sa forme allemande. Ça veut dire quelque chose, c'est vraiment l'esprit du moment dont on ne se rend même pas compte, parce qu'on est dedans, complètement immergé. Et puis d'autres choses qui se passent, et là vous voyez, ça c'était ma maison à Lyon. Alors maintenant je vis à Paris, je n'ai pas les mêmes conditions de vie, je peux vous le dire. Voilà. Donc vous voyez une maison qui, pour vous très jeunes étudiants, enfin à peine étudiants, même pas étudiants, puisque vous commencez, vous avez déjà commencé les cours. Hein? Oui? Ah, c'est pas vraiment une leçon inaugurale, alors c'est... Oh, quelques semaines donc. Ouais. Bon, je ne sais pas comment peut vous apparaître des images comme ça, parce que moi j'ai l'image de mes enfants qui ont fait des études d'architecture, enfin eux, ils baignaient dedans, ils avaient vécu dans des maisons comme ça. Donc une maison, vous savez, quand on dit ici une maison, les enfants avec un toit pointu, une cheminée qui fume, une porte et 2 fenêtres au-dessus, eux, ils avaient plutôt tendance à dessiner des nuages, une tente et des boîtes en bois dessous, là où ils vivaient. Voilà. Un grand parapluie. Redéfinir l'habitat comme un lieu d'abord de vie et pas comme un produit, pas comme un patrimoine à habiter. Voilà, mais comme véritablement un lieu de vie pour des gens qui sont tous différents dans une famille. Le père, la mère, les 4 enfants, donc où chacun doit trouver sa place. Comment arriver à structurer des lieux un peu différemment et qui correspondent au désir d'une famille. Là, vous voyez, la maison, elle est simplement construite. Elle est autoconstruite, hein, enfin, mis à part la structure métallique et la toile. Tout le reste a été auto-construit, en contreplaqué, tout simplement, isolé, avec des panneaux vitrés en façade sud, sous la toile. La toile, c'est un parapluie, sous le parapluie, on construit. Et là, il y a des concepts qui ont commencé à venir, à émerger. L'idée de construire un microclimat bénéfique. Dans ce microclimat, on va pouvoir trouver des lieux de vie déjà protégés. Ce n'est pas seulement la maison qui protège, mais c'est une structure plus large qui va protéger des maisons dessous. Et puis d'autres projets, là c'est le lycée international de Lyon. Vous voyez la grande toiture verte, la toiture plantée. Aujourd'hui, il faut le savoir, ce que je vous montre là, que ce soit la maison, que ce soit ça serait interdit de le construire. L'avantage d'innover, c'est que les règles n'existent pas encore. Donc on peut se permettre de faire des trucs qu'on ne pourra plus jamais refaire, même si ça marche très bien. Là, par exemple, vous avez une toiture plantée. Vous voyez les mâts, les piliers qui sortent de la toiture. Ce sont donc de grands mâts métalliques. De ces mâts partent des câbles qui suspendent une toiture métallique sur laquelle il y a de la terre, il y a 50 à 70 cm de terre qui se trouve plantée. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce qu'il y a des pentes maximum à partir desquelles on n'est plus assuré.
Parce que nous, les architectes, on manie tellement d'argent. On fait courir des risques aux gens aussi, hein. Faut le savoir. On manie tellement d'argent qu'il faut avoir un certain nombre de garanties. Il nous faut de très bonnes assurances pour qu'au cas où il y a un problème sur le chantier, eh bien qu'on ne paye pas de notre poche. Et puis, de toute façon, même si on payait de notre poche, ça serait beaucoup trop peu d'argent par rapport aux sommes en jeu. Voilà. Donc, on a des questions d'assurance, donc on a des questions de règles qu'il nous faut respecter pour bénéficier de ces assurances. Voilà. Alors là, c'est une toiture plantée. Ce qui est rigolo, vous voyez, cette toiture plantée, elle est très grande, elle fait 4000 mètres carrés. Aujourd'hui, interdite donc de la construire. Et ce qui est quand même formidable, moi, sur cette toiture, c'est qu'un jour, il y a eu un gros problème. Il y a un lapin qui avait fait son terrier. Formidable, c'est merveilleux. Quand vous pouvez reconstruire comme ça, des liens avec l'environnement, avec la vie, quoi, avec la vraie vie, ce qui se passe. Voilà, on a quand même fait sortir le lapin parce que pour l'étanchéité, c'était quand même pas terrible. Voilà. Ou d'autres logements ici pour des étudiants de l'école de commerce à Écully, près de Lyon. Donc, ça, c'est une période d'élaboration d'une écriture, on va dire. Alors, l'écriture, attention, l'écriture, ça ne veut pas dire un style. Ne pas confondre style et écriture. Le style, c'est effectivement une répétition de formes ou de règles, de composition. L'écriture, c'est mettre au point des outils ou une catégorie d'outils qui vont permettre effectivement de mettre en forme sa pensée. Parce que l'architecture, ce n'est que de la pensée. Je vous dis tout de suite, moi, je ne dessine jamais. Jamais. Bon, alors j'ai des gens qui dessinent pour moi, hein, bien sûr. Mais enfin, c'est moi qui fais les esquisses. C'est moi qui fais le projet. Je peux vous dire que je connais mes projets par cœur, du début jusqu'à la fin. Et pourtant, je ne les dessine pas. Et pourtant, ceux qui les dessinent, eh bien, c'est bien mon projet. Parce que je parle. Vous avez remarqué d'ailleurs, je parle beaucoup. J'aime beaucoup ça. Je parle, je raconte mes projets, je dis ce que je veux, pourquoi, j'explique. De telle sorte à ce que tout le monde comprenne, sans avoir la solution, qu'est-ce qu'il faut chercher comme idée, comme système constructif, comme matériau pour atteindre cette pensée. Et la pensée de l'architecte, c'est du sens avant tout. C'est donner du sens. C'est exprimer sa propre vision du monde. Bien sûr, ça doit répondre à une fonctionnalité, à un usage. Bien sûr, ça doit rentrer dans un budget. Bien sûr, ça doit être constructible. Mais jusque-là, on a parlé de construction. Au-delà de ces aspects-là, quand on parle d'architecture, on parle de pensée et on parle de sens. Et on parle de vision du monde. Quelle est la vision du monde qu'on veut donner? Quand on construit pour des étudiants d'une école de commerce, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur fait des petits pavillons de banlieue. On leur fait des maisons en grotte enfouies sous la terre. On leur fait des choses qui flottent au-dessus du sol. On leur fait une petite tour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qu'on leur donne comme vision de ce qu'ils sont? Voilà. Et puis là, dans les années 80, quand même, à la fin des années 80, là, on a parcouru 80 à 87, 6, 7. Le sujet du développement durable arrive, le mot. Le mot, il vient de Madame Gro Harlem Brundtland, qui a donné cette définition. Et là, ce concept du développement durable est arrivé. Alors, le développement durable, qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle. Eh bien, c'est un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans nuire à la faculté des générations futures à répondre à leurs besoins. C'est-à-dire, c'est cette idée, nous empruntons la planète. C'est-à-dire, quand on travaille aujourd'hui, quand on existe sur la planète Terre aujourd'hui, cette planète, on l'a empruntée aux générations futures. Donc, il faut qu'on la rende aux générations futures en bon état. C'est juste ça. Et le développement durable est basé sur 3 piliers. Il y a d'un côté le pilier environnemental. Alors là, on parle de la planète au sens des ressources. C'est ce pilier-là qui va concerner le plus les architectes, bien sûr.
Il va y avoir le pilier social. Alors ça va nous concerner aussi, bien sûr, mais ça va surtout concerner nos maîtres d'ouvrage, nos clients, savoir ce qu'ils font et ce qu'ils construisent. Et puis, il y a le pilier économique hein, et de l'éthique économique qui va avec. En France, dans les années 80, je peux vous dire, il n'y avait pas de pollution. Non. De la même façon que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière, tout le monde le sait, hein, il n'y avait aucune pollution en France. Voilà. D'abord parce qu'on a une énergie atomique absolument propre hein, et pas dangereuse, il n'y a pas de problème. On a plein de fleuves, on a plein de forêts, il n'y avait pas de problème. Par contre, en Allemagne, il y en avait beaucoup. Et il suffisait de passer la frontière, c'était rigolo, pour qu'il y ait énormément de problèmes. Et alors, il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes avec des sujets de qualité de l'air, de pollution, d'énergie, etc. Alors, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des raisons pour ça, bien sûr. Mais en France, le sujet de l'écologie ou de l'environnement, ça restait toujours dans la poche du babacool, du post-68 art. Et moi, quand je faisais les projets qu'on associait, que vous avez vus avant, ou quand j'ai fait celui-là à Stuttgart, et quand je le montrais en France, je ne parlais jamais de problématiques environnementales. J'en parlais après, en plus. Quand on parlait de l'école d'architecture de Lyon, je vous ai montré avec sa double façade, je parlais de la double façade et de la façade cristalline, j'en parlais d'un point de vue esthétique. Si je me mettais à parler d'énergie, mais tout le monde rigolait. C'était même vieux jeu, c'était has-been, comme on dit, c'était démodé. C'était les idées des années 68. Dans les autres pays, ce n'était pas le cas. Et c'est là que moi, ma carrière, elle s'est développée. Une première réalisation à Stuttgart pour des maisons bioclimatiques ici. Toujours, vous avez eu le grand toit. Et puis ensuite, un très grand projet en Allemagne. Il y en a eu d'autres entre-temps, je ne peux pas tout vous montrer. J'ai eu la chance de pas mal construire. Un projet en Allemagne qui a été la contribution de l'Allemagne au sommet de Kyoto. Voilà. Et en France, on commence à peine, au début des années 90. Ça, c'est un projet, un concours gagné en 1990. Donc, vous voyez, il y a 20 ans, on va dire, à peu près maintenant, bientôt. En Allemagne, il y avait vraiment cette volonté, cet engagement déjà, et pas du tout en France, pas encore en France. Les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. En particulier, vous avez tous entendu parler du Grenelle de l'environnement, chose vraiment essentielle et qui va vraiment révolutionner nos manières de faire, enfin en tout cas je l'espère. Mais en France, ce n'était pas du tout le cas. Donc on a construit ce bâtiment, je vous le montre. Alors, ce bâtiment, vous voyez, c'est une grande serre. Vous allez retrouver un petit peu le concept de la petite maison que vous avez vu tout à l'heure, de ma maison. Le microclimat avec les habitations dedans. Donc vous voyez là la grande serre. Je reviendrai là-dessus. Vous voyez, ça c'est un plan masse, une vue aérienne. Hein. Donc vous voyez ici la grande serre, elle fait 175 mètres de long, 75 mètres de large, 16 mètres de haut. Et dans cette serre, il y a des bâtiments en bois. Alors cette serre, pourquoi une serre? Parce qu'on n'est pas à Grenoble, hein. On est dans la Ruhr, on est près de Düsseldorf. Le climat n'y est pas agréable du tout. Voilà. Alors moi, quand je suis allée sur le chantier pour la première fois, c'était au mois de février. Il faisait froid, il y avait du vent, il pleuvait. Et le site, c'était un terril mis à plat. Je ne sais pas si j'ai une photo de site après. Non, je n'ai pas de photo de site après. Donc vous voyez un peu l'étendue désertique noire. Voilà. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Non, il faut qu'on change le climat. C'est exactement comme ça que l'idée est venue. Donc l'idée était de dire, on va fabriquer une enveloppe, une grande serre, et dans la serre, il y aura le climat de Nice. Voilà. Effectivement, il y a le climat de Nice, pas le soleil. Mais la courbe des températures est celle, effectivement, de Nice. Il y a eu une espèce de translation dans la latitude entre Düsseldorf et Nice. Alors ce bâtiment, on l'a construit. On l'a construit en essayant, eh bien c'est là que je dirais que je n'ai pas fait toute ma formation, mais j'ai appris énormément de choses. J'ai appris avec mes clients aussi, parce que c'était vraiment la découverte des méthodes pour essayer de minimiser les ressources non renouvelables de la planète. Alors vous voyez le bâtiment, il est construit totalement en bois. La serre est en bois.
pour pouvoir, parce que le bois ça pousse, donc si on utilise du bois aujourd'hui, au moins les générations futures, elles auront eu le temps d'en faire pousser. Voilà. Donc des ressources dites renouvelables en matériaux. On récolte toute l'eau de pluie, bien entendu, qu'on réutilise dans le bâtiment. On couvre, vous voyez la toiture, vous voyez les espèces de petits carreaux sous la toiture, là, ce sont des cellules photovoltaïques. Il y en a 10 000 mètres carrés. Voilà. 10 000 mètres carrés qui produisent 1 mégawatt. Ça ne vous dit rien, ça. Mais on va dire que c'est une centaine, 120 logements. Hein. Donc c'est une véritable centrale d'énergie qui a été construite sur le site. Et à l'intérieur, dans ce climat naturellement chaud, vous comprenez bien pourquoi, puisqu'il s'agit d'une serre, eh bien, on a ce climat de Nice, c'est pour ça qu'on a des palmiers à l'intérieur, puis on a des bassins pour rafraîchir, et puis on a tous ces bâtiments qui sont en bois, qui sont construits à l'intérieur. Voilà, vous voyez les panneaux de photovoltaïque là, sur la façade ouest, et puis vous voyez les fenêtres qui s'ouvrent pour ventiler le bâtiment. Alors ça a été vraiment une expérience tout à fait extraordinaire. Construire, vous reconnaissez donc un petit peu cette idée de microclimat, un petit peu comme la maison que je vous ai montrée, c'est-à-dire on construit un abri, puis à l'intérieur de cet abri, on va construire d'autres bâtiments en se disant qu'on les a déjà protégés. Donc vous les voyez là, il y a un hôtel, il y a des salles de conférence, il y a une grande salle polyvalente, il y a une bibliothèque, il y a un restaurant. C'est pratiquement une petite ville, un village dans une serre. Et alors formidable. Et c'est là qu'on voit notre importance, en quoi l'architecture est importante d'un point de vue social. Les Allemands, ils découvrent l'espace public depuis très peu d'années, parce que c'est à la mode, mais leur culture n'existait pas, la culture de l'espace public partagé. C'est chez nous que ça existe. Nous sommes des sudistes, on est des latins. L'espace extérieur est un espace social, est un espace qu'on s'approprie. On a un prolongement, on va vivre dehors, on est dans la rue parce que le temps le permet, parce que le climat est favorable pour ce genre d'activité. En Allemagne, Norvège, dans ces autres pays, le climat n'est pas tout à fait adapté à ça. Et là, on leur donne un espace extérieur, public, protégé. Eh bien, figurez-vous que depuis que le bâtiment est construit, eh bien, tous les dimanches à 15h, il y a un concours de pétanque dans le bâtiment. La Marseillaise. On leur a apporté, bien entendu, la règle du jeu et le matériel qu'on a commandé de France pour leur donner tout ça. Voilà. Et on a vu se développer une vie particulière à l'intérieur du bâtiment, parce que pour une fois, au mois d'octobre, ils pouvaient être sur une terrasse à l'extérieur, en train de boire un coup, alors qu'il faisait froid dehors. Voilà. Tout en restant en manteau, sans être pour autant dans un atrium ou dans un grand hall d'hôtel. Voilà. Je vous montre quelques photos du bâtiment. Alors, ce qui a choqué les gens, par exemple, et ça, c'est la bibliothèque. C'est un grand cône. Ce qui a choqué beaucoup les gens, c'est ça. Vous voyez les poteaux, ce sont des troncs d'arbres, juste écorcés. Voilà. Oh là là, ce truc-là, pour un bâtiment aussi important que ça va faire pauvre. Hein. Bon, puis alors, c'est pas lisse. Ah non, ça ne sera pas lisse du tout. Alors moi, je vais vous raconter une chose. Moi, j'enseigne depuis longtemps. Enfin, j'enseigne de moins en moins maintenant, parce que je fais surtout de la recherche. Mais quand je dis toujours ça à mes étudiants, je dis à mes étudiants, écoutez, si vous venez me voir en disant, Frau Professor, j'ai une très très jolie esquisse là, je peux vous la montrer? Je vous mets dehors tout de suite. Par contre, si vous venez me voir en disant Frau Professor, parce qu'ils sont très polis là-bas, hein, pas comme ici. Hein. Frau Professor, j'ai une esquisse à vous montrer. Oh là là, c'est la cata, c'est moche. C'est moche. Mais enfin, c'est vraiment la conclusion de mon travail. Ah, alors là, venez donc, on va discuter. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Parce que toutes les fois qu'on se préoccupe du beau, on se fourvoie. Toutes les fois qu'on essaye de travailler l'architecture avec des idées de composition, d'esthétique ou de ce fameux style dont on parlait tout à l'heure, on est dans l'erreur. On est dans l'erreur à deux niveaux. Le premier, c'est qu'à partir du moment
où on reconnaît la beauté de quelque chose alors qu'elle n'est pas faite encore, juste sur le papier, ça veut dire qu'on est dans la convention la plus étroite. Puisque ce qui est beau aujourd'hui, c'est ce qui est reconnu comme beau. Donc on est dans la répétition. Ça, c'est la première erreur. Et puis la deuxième raison, c'est que aujourd'hui, où il nous faut construire totalement autrement pour répondre aux enjeux du développement durable, on peut bien imaginer que toutes ces solutions, elles ne peuvent pas avoir déjà existé, ou pratiquement pas. Il faut les inventer. Tout est à inventer. Donc on ne peut pas faire de choses belles. Et peut-être même qu'il faut absolument faire du lait. Parce que le lait qu'on fait aujourd'hui, eh bien en fait, il sera reconnu comme le beau de demain, puisqu'il sera chargé de sens. Ouais, voyez? Non. Non. Et je vous disais tout à l'heure que l'architecture, c'était du sens avant tout et une vision du monde. Voilà. Donc, les questions esthétiques, il faut les laisser de côté à tout prix. La seule chose qu'il faut faire, c'est avoir une pensée tellement puissante, tellement ordonnée, tellement rationnelle, que vous n'avez pas le choix de faire autre chose que ce que vous faites. Il faut qu'il n'y ait plus de choix, qu'il n'y ait juste que de l'évidence. Que, étant donné toutes les études que vous avez faites, d'un point de vue construction, d'un point de vue économique, d'un point de vue disponibilité de matériaux, d'un point de vue gestion des ressources, etc., qu'à la fin, ça puisse être que cela. Voilà. Et c'est ce que c'est, après. Voilà. Nous, on a choisi de prendre des troncs écorcés, parce qu'il nous fallait de toute façon des troncs, qu'on aurait pu l'avoir, des poutres en bois, en lamellé-collé, vous voyez, en bois reconstitué, etc. Qu'on a dit non, parce que notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans la minimisation de ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour produire de la matière. Alors, quand on rabote le bois, on est obligé de dépenser de l'électricité. Voilà. Donc, on a dit, non, on les laisse comme ils sont. Ça marche très bien, ça porte le bâtiment, c'est parfait. On les laisse comme ça. Et on en accepte, au bout du compte, eh bien, la réalité formelle, telle qu'elle se présente. Et maintenant, tout le monde adore. Bon, mais au début, je peux vous dire que les gens avaient très, très peur de voir des troncs comme ça dans un bâtiment public. Voilà. Et puis l'autre chose, on parlait de l'innovation tout à l'heure. Vous voyez là, la serre, elle a été construite avant les bâtiments dessous. Je ne vous dis pas les bagarres qu'il a fallu avoir avec les entreprises. Vous dites, oh mais non, mais ça va être compliqué, il y aura des poteaux partout, on va pouvoir travailler comme il faut, ça va nous empêcher de bosser, vous allez voir, ça va vous coûter très cher, et puis si jamais notre camion rentre dans un poteau, ça va tout faire écrouler, moi je ne veux pas repayer la construction. Voilà. Alors il faut calmer tout le monde. Voilà. Et puis il faut dire, c'est comme ça, c'est tout. Voilà. Alors, je refais un petit tour, là. Là, c'est à côté de chez vous, là. C'est l'autoroute Grenoble-Sisteron, le premier tronçon. Voilà. Là, c'est juste, je ne le mets pas dans mes conférences, mais là, je me suis dit quand même pour Grenoble, il faut que je mette cette photo. Voilà, les ouvrages d'art, c'est un sujet absolument passionnant, je vous le dis. Je ne sais pas s'il y a des options, des choses dans cette école sur ce sujet, mais c'est un sujet passionnant. Et là, pour cette autoroute-là, ce qui a été extraordinaire, c'est que l'AREA, oui, qui m'avait confié cette mission, me l'a confiée alors que l'autoroute n'était pas tracée encore. C'est-à-dire, on a pu discuter le tracé. Et je peux vous dire, vous, Grenoblois, s'il n'y a pas que des Grenoblois ici, mais il y en a un certain nombre, vous avez échappé au pire. Parce qu'au départ, vous auriez eu à la place de ce pont un immense talus, voilà, qui allait remplir la vallée, avec une autoroute qui allait passer dessus. Bon, là, on a réussi assez vite à les convaincre que vraiment c'était une cochonnerie, et en particulier écologique, parce qu'il fallait laisser passer les flux dessous, que ce soit les animaux, que ce soit l'eau, que ce soit le soleil. On ne va pas ramener de la terre comme ça. Donc après, la deuxième catastrophe à laquelle vous avez échappé, c'est un viaduc, vous voyez, des gros poteaux en béton, verticaux, posés tous les 25 mètres, voilà.
Ça a coûté beaucoup plus cher, ce projet-là, bien sûr. Mais ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'il y avait des visites avec les gens autour des villages, etc., et qui adorent leur ouvrage. Voilà. Donc, et ça a été une expérience tout à fait étonnante, où là, l'architecte n'est pas du tout le chef d'orchestre. On lui demande a priori d'enjoliver les ouvrages d'art. Bon. Vous avez compris que ce n'était pas tout à fait mon système de pensée. Je ne suis pas dans la décoration. Donc, j'aurais dit non, 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 moi je vais dessiner les choses, on va travailler ensemble, vous allez les calculer, on va voir si ça marche, et puis ça sera comme ça. Et je déteste la décoration. Donc, tout sera comme ça, je ne veux rien en plus. Rien pour faire joli, rien qui ne serve à rien, uniquement des choses utiles. Alors, voilà, c'est à peu près à cette époque que je suis partie à Paris et que j'ai monté mon cabinet toute seule, enfin un petit peu avant ça, au moment du projet en Allemagne. Là, c'est une opération qui est à Lyon, tout près de Lyon. En fait, dans Lyon 8e, c'est une halle de marché. Alors, on retrouve mes poteaux en bois, là, voilà. Et figurez-vous que ça a été très, très compliqué de faire une halle de marché en bois. Parce que les politiques de l'époque, le bois, c'est pas solide, ça va mal vieillir, ça va brûler. Or, il faut savoir une chose, le bois, ça ne brûle pas. Enfin, ça ne brûle pas. Ça brûle très, très, très lentement. Donc, le bois est un très bon matériau qui résiste très bien au feu, ce qui n'est pas du tout le cas de l'acier, par exemple, hein, qui immédiatement se ramollit et tombe. Le bois résiste. Quand il est en section massive. Voilà. Et donc, on a fait cette halle. Tout le monde avait très, très peur. Et je peux vous dire qu'il y a eu vraiment beaucoup d'engouement pour la halle, à tel point que le boucher, il a fallu qu'on l'arrête. C'était l'amour fou, on va dire, parce qu'il plantait ses couteaux dans les poteaux. Donc ça, c'était pas terrible. Mais c'était en même temps très sympathique. Ça veut dire qu'il était chez lui. Et qu'est-ce qu'il y a de plus satisfaisant pour un architecte que de voir les gens heureux dans les bâtiments qui seront construits? C'est quand même ça notre objectif, rien d'autre. Or, figurez-vous qu'il y a quand même une idéologie qui continue à traîner un petit peu, qui est qu'à partir du moment où une architecture est appréciée par le grand public, c'est qu'elle est de mauvaise qualité. Vous avez dû entendre ça sur plein de sujets. Dès que c'est reconnu par le vulgus, au sens du latin, la foule, pour ceux qui sont latinistes, quand c'est reconnu par la foule, ça veut dire que ça n'a aucun intérêt. Hein? Pour être un bon architecte, il faut être incompris. Vous voyez un peu le genre d'idéologie? Vous avez dû déjà avoir ça autour de vous. Hein? Un vrai artiste, c'est celui qui est incompris, qui n'a pas de commande, qui n'est pas apprécié, ou qui fait des choses géniales, mais personne ne le comprend. Voilà. Moi, je suis persuadée du contraire. Je pense que nous, en tant qu'architectes, on construit pour des gens. On les fait vivre dans ce qu'on construit. On n'est pas comme un peintre ou un sculpteur. Un peintre, vous achetez un tableau aujourd'hui, même si vous l'avez payé très cher, vous avez un tableau. Si vous ne le voulez plus, vous le retournez, vous le mettez à la cave. Quand on fabrique du bâtiment, on fabrique de la durée. Une durée très longue et on va avoir des gens qui vont le vivre tout le temps. Donc, voilà. Je continue. Voilà, vous voyez là. Alors moi, ce qui me passionne dans l'architecture, à partir du moment où on essaye d'utiliser le minimum de matière, de préserver les ressources, ce sont les problèmes de structure du bâtiment. Hein? Comment ça tient, comment tout ça s'est articulé, comment est-ce qu'on porte les charges, comment est-ce qu'on répond à des effets de soulèvement, comment, voilà. Alors tous les projets que je fais, dans la mesure où c'est possible, quand on fait du logement, c'est beaucoup plus difficile, ils vont toujours exprimer cette idée-là, c'est-à-dire d'utiliser la construction au niveau de sa technique pour en faire en quelque sorte l'architecture. Alors là, vous voyez les poteaux verticaux, puis vous voyez ces poteaux, ils sont appuyés sur une pointe, hein, comme des crayons, donc on voit bien qu'ils peuvent tomber dans un sens ou dans l'autre, et ils sont retenus par les deux bracons, les deux bielles, plus exactement, que vous voyez là, qui s'accrochent sur cette boule noire, et c'est ça qui retient l'ensemble du bâtiment.
Et alors, dans la boule noire, il y a les WC publics. On me dit que ça ne peut pas être les toilettes qui retiennent tout ça. Je ne sais pas. On se retient dans les toilettes, par contre. Mais c'est ça. Oui, d'accord. Bon. Alors, celle-là n'était pas préparée. Hein. J'en ai d'autres, je le prépare, mais celle-là n'était pas préparée. Ça, c'est un hôpital à Lyon. Ça, c'est un hôpital à Lyon. Vous voyez, il y a 3 bâtiments. Il y a le grand bâtiment central, c'est une clinique. Le petit bâtiment que vous voyez à gauche, c'est un bâtiment de médecins. Et puis, celui à droite, c'est un institut de cancérologie. Voilà, c'est un bâtiment qui est terminé il y a 2 ans. Maintenant, vous voyez là sur les photos de chantier. Alors moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai à peu près tout construit. Hein, des écoles, des logements, des universités, des hôpitaux, des stations de métro. J'ai fait du mobilier urbain. Pour ceux qui sont lyonnais, je ne sais pas s'il y a des lyonnais là, mais ceux qui connaissent sur la ligne D, il y a des espèces de grosses libellules, comme on les appelle. Moi, je trouve que c'est plutôt des dragons, voilà, qui signalent les entrées de stations de métro. Ces maisons, voilà. Je continue, mais un peu chargé. Donc, vous voyez, là, ce bâtiment, eh bien, je vous parlais de cette histoire d'humanité. Je ne sais pas si j'ai une vue plus intelligente que celle-là. Bon, on va parler sur celle-là. Vous avez vu peut-être en façade, il y avait des espèces de 3 couches. Puis vous voyez les pavillons en bois au-dessus. Mais le bâtiment, il est construit sur ce qu'il est. C'est-à-dire qu'à rez-de-chaussée, vous avez tous les espaces accessible au public. Je vais revenir en arrière. Là, sur la photo de chantier. Ouais. Vous voyez, rez-de-chaussée, là, c'est tout vitré. C'est l'accès au public. Au-dessus, vous voyez cette grande caisse qui est en acier inox. Eh bien, c'est la médecine. C'est les lieux de traitement, de soins. C'est la technologie. C'est le moteur du bâtiment. C'est pour ça qu'il est en inox. Ça ne pouvait pas être un autre matériau. À partir du moment où, dans votre vision du monde, dans ma vision du monde, la médecine était à la fois quelque chose qui devait être particulièrement humain et à la fois qui était de la haute technologie, mon problème, pendant tout le projet, a été de manier et de faire cohabiter ces 2 idées. D'un côté, l'humain, de l'autre côté, la technologie. Et ça s'est traduit dans le projet, dans cette superposition. Donc, vous avez la caisse en acier inox, dans laquelle il y a les salles d'opération, l'imagerie médicale, l'IRM, le scanner, etc. Et puis au-dessus, vous avez des pavillons en bois où se trouvent les gens. Une fois qu'ils ont été opérés, ce sont les chambres, ce qu'on appelle l'hébergement. Et il n'y avait pas d'autre choix possible pour moi. Parce que l'un devait, je dirais, conforter l'autre, mais en distinguant bien pour que les gens n'aient pas l'impression qu'ils sentent, qu'ils soient rassurés par la technologie. C'est important. J'y vais pour me faire soigner. Mais qu'en même temps, ils sachent aussi qu'ils auront le réconfort de lieux où ils pourront se protéger. Voilà, avec la permanence des plantations, de la lumière, de partout. Voilà, les gens sont ravis dans cet hôpital. Ils sont très, très contents. Ça a été un chantier très compliqué, un peu difficile à expliquer, mais les gens sont ravis. Voilà. Je vais vous montrer autre chose, un musée. Oui, j'ai fait des musées aussi. Hein. Voilà, ça c'est le musée botanique de Bordeaux. Ça, c'était la perspective du concours. Voilà. Et voilà le plan. Alors ce plan, il est joli, hein, on va dire. Il est joli. Mais je peux vous dire qu'il n'a pas du tout été conçu comme ça. Et à un moment donné, mais vous êtes jeune encore, mais vous allez rentrer là-dedans. À partir du moment où vous travaillez, même en plan, la beauté vient. Et c'est le travail qui le fait. Ce n'est jamais des décisions esthétiques. Là, ce plan, il a été fait par simplement une idée. Il y a des serres, donc ce sont des volumes vitrés. D'accord. Il y a un musée. Je le fais en bois parce que je veux utiliser un matériau renouvelable. Et puis, il y a des locaux un peu spécifiques qui accueillent un public spécial, où il y a des contraintes au niveau feu un peu particulières. Donc, je fais des volumes en béton et j'en fais des cailloux parce que je dis la nature, ben, c'est un assemblage de choses un peu dans le désordre. Voilà. Et à partir du moment où j'ai défini ces espaces, eh bien après, les choses se sont assemblées un peu toutes seules
en fonction des liaisons fonctionnelles entre les différents volumes. Voilà. Et le projet a changé un nombre de fois considérable. Vous voyez, ça avait des espèces de caisses superposées les unes aux autres, avec ces cailloux qui s'imbriquent dedans, parce qu'il fallait les pousser dedans, parce qu'il fallait une porte qui accède directement de l'extérieur ou pas. Voilà. Voilà les serres. Vous voyez le bâtiment, d'assemblage. Et je peux vous dire que quand je fais, en ce moment, je fais beaucoup de logements, donc il y a moins de volumes compliqués, parce que le logement, c'est quand même plus simple de faire du logement. Et puis surtout, aujourd'hui, il faut les faire assez compacts pour économiser l'énergie, bien sûr. Donc, je n'ai pas trop l'occasion en ce moment, mais quand je fais des projets en général, je ne sais pas à quoi ils vont ressembler au départ. Voilà. Alors, j'ai toujours cette même réaction. Avant, ça me gênait, maintenant, ça me réconforte. Mais avant, ça me gênait. Je faisais un projet, je disais, oh là 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 là, que c'est moche. Voilà. Maintenant, si jamais je le trouve joli, je me méfie. Je me dis, hey, Françoise, 53 ans, tu es en train de commencer à te répéter un peu là. Voilà. Donc c'est intéressant, ce rapport au sensible, à ce qu'on ressent nous déjà, comme en tant que créateur, en tant qu'architecte, en tant qu'auteur. Voilà toujours le musée. Voilà l'intérieur des serres, toujours avec des panneaux de cellules photovoltaïques. C'était les premières en France intégrées au bâtiment. Voilà, je vais vous montrer. Alors, je fais des immeubles de bureaux aussi. J'ai encore combien de temps? Quart d'heure? Bon. Ça, c'est un immeuble de bureau qui s'appelle un immeuble de bureau énergie zéro, on l'a appelé. Voilà, vous le voyez là. C'est un immeuble de bureau qui se trouve à Saint-Denis, donc dans le 9-3. Et l'objectif a été de faire un immeuble qui va consommer très 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 peu d'énergie, très peu, et qui va en produire lui-même autant que ce qu'il consomme. Alors consommation, vous me direz lesquelles? Bien sûr, ce sont des consommations d'énergie qu'on appelle conventionnelles. Parce que si dans l'immeuble de bureau, il y a un producteur de cinéma avec des écrans géants, etc., il va consommer énormément d'énergie. Si on a une compagnie de moines bouddhistes, ça sera beaucoup moins. Donc, on se met d'accord sur des conventions d'usage, voilà, et de température à l'intérieur du bâtiment. Mais c'est bien ça l'idée. Alors, ce bâtiment, il est un petit peu particulier parce que, vous voyez, c'est un bâtiment de bureau tout simple. Vous avez deux formules. À droite, formule bureau rapproché. À gauche, bureau ouvert, open space, comme on dit, parce qu'il faut répondre aux désirs du client. Et puis, vous avez le bâtiment, après, son enveloppe. Alors, quand on travaille, quand on veut économiser l'énergie en particulier, et la matière aussi d'ailleurs, il faut être le plus compact possible. Et ça pose bien le problème. C'est-à-dire, comment arriver à renouveler cette écriture de compacité, l'écriture architecturale, sans ne faire que des gros blocs ou ce qu'on appelle souvent chez nous des thermos, des bouteilles thermos pour chaque bâtiment. Comment est-ce qu'on peut arriver à exprimer cette autre chose et cette vision du monde? Alors là, vous voyez la façade, là, elle vous paraît peut-être simple. En fait, c'est ce qu'on appelle une façade à double courbure. C'est une façade que vous ne pouvez pas mettre à plat. Elle se développe comme ça, j'enlève avec le micro. Elle est complètement tordue, dans les deux directions. Voilà, donc ça c'est un enjeu. Parce que maintenant on est en train de construire, et elle est en zinc. Totalement. Très très compliqué. Mais ça a été un moyen de garder la compacité et de répondre à un certain nombre de règles d'usage à l'intérieur. Toutes les passerelles à l'extérieur que vous voyez là, c'est simplement pour pouvoir, sans besoin énergétique, sans amener de nacelles, choses comme ça, nettoyer toutes les façades vitrées qui sont là. Et chacune des fenêtres correspond très exactement à ce qui était nécessaire en quantité de baies vitrées pour apporter suffisamment d'éclairement à l'intérieur, sans pour autant faire des surfaces qui allaient déperdre en énergie, qui allaient donc créer des problèmes, en particulier en hiver. Et vous voyez, il y a des petits ouvrants, tout petits,
mais qui, eux, ne sont pas vitrés. C'est-à-dire, là où on peut ouvrir, c'est opaque, toujours pour des raisons énergétiques. Ça, c'est le bâtiment vu de l'autre côté, à l'intérieur de l'îlot. C'est une vision totalement irréaliste, hein, puisqu'il y a des bâtiments autour, sauf la façade sud, là, qui est totalement couverte de panneaux photovoltaïques qui permettent eh bien, de produire autant d'énergie que le bâtiment en consomme. Voilà, vous voyez là les détails de la façade. Vous voyez ces passerelles suspendues là, qui servent à l'entretien, puisque les fenêtres ne sont pas ouvrantes, enfin pas les grandes en tout cas. Et puis les petits panneaux qui s'ouvrent pour la ventilation. Alors, il n'y a pas de climatisation. On rafraîchit la nuit. La nuit, ça s'ouvre automatiquement, ces petits clapets. C'est déclenché tout ça par des moteurs, des cellules, etc. Donc ils s'ouvrent et on ventile la nuit au travers du bâtiment pour rafraîchir le bâtiment la nuit, pour que le matin, il y ait une température correcte pour travailler. Alors au total, ce bâtiment, pour vous dire un peu, alors c'est un mot un peu compliqué parce que je vais vous parler en kilowatts-heure par mètre carré par an d'énergie primaire. Bon, c'est pour vous donner voilà. Aujourd'hui, la réglementation nous autoriserait à construire un bâtiment avec à peu près 140, enfin non, beaucoup plus, parce qu'on est en énergie finale. Donc, allez, on va dire 200, hein, à peu près 200 kilowatts. Et celui-là, il 32. 7 fois moins. Voilà. Hein. C'est possible aujourd'hui. Et le chauffage, c'est juste 2 kilowatts. C'est-à-dire, à partir du moment où le bâtiment est mis en chauffe, hein, le lundi matin, par exemple, c'est un bâtiment de bureau, et bien après, c'est simplement les ampoules électriques, même extrêmement économes en énergie, qui vont chauffer le bâtiment. Alors, bien sûr, ça interdit de faire toutes les façades vitrées comme on voit d'habitude. Hein. Vous voyez, les bâtiments où vous en avez sûrement plein ici, à Grenoble, hein, des bâtiments de bureaux tout vitrés, pas isolés, climatisés un maximum à l'intérieur, sans protection solaire, avec des trucs qui descendent le long des façades pour pouvoir nettoyer les vitres 2 fois par an. Voilà. C'est tout ça qu'il ne faut plus jamais faire. Voilà. Donc vous avez tout à inventer, vous, tout à découvrir. Parce que nous, notre génération, on pouvait reproduire. Vous ne pouvez pas. Donc ça va être assez compliqué parce qu'en plus, vous avez des enseignants qui ne savent pas plus que vous. Donc voilà. Et puis alors je construis, j'ai la grande chance voilà, d'avoir pas mal construit en Allemagne. Je ne vous ai pas montré tous les autres projets en Allemagne. J'ai fait des projets en Grèce aussi. En ce moment, je travaille au Maroc. Mais je ne vais pas vous montrer ça parce que je fais aussi pas mal d'études. Je monte des petits écoquartiers, je fabrique des cahiers des charges, je fais des choses comme ça, voilà. Dans cette société, à part, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui a un travail vraiment purement de consultant. Voilà, alors ça, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que là, j'aurai vraiment plus de temps. Alors, mon travail, voilà, j'ai la chance d'avoir beaucoup de travail en ce moment, alors que c'est la crise. Parce que de toute façon, aujourd'hui, les promoteurs, les investisseurs, ils se disent, si on construit quelque chose, si on met de l'argent aujourd'hui, si on se lance dans la construction, eh bien, il faut au moins qu'elle réponde au mieux aux décisions qui vont arriver dans quelques mois, qui sont celles issues du Grenelle de l'environnement et qui vont nous donner d'autres règles pour construire. Si on construit en répondant aux règles, aux lois, aux normes actuelles, eh bien, ces bâtiments-là seront démodés dans 3 ans. Voilà. Alors ça, c'est une autre opération de bureau à Clamart, qui est en étude en ce moment, qui a ce qu'on appelle énergie positive, c'est-à-dire qu'il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Donc on va encore beaucoup plus loin, c'est un bâtiment de bureau tout en bois. Voilà. Alors on m'a dit, oh, on dirait un hôtel. C'est vrai. Hein. Moi, j'ai passé les vacances à Chamonix, il n'y a pas très longtemps, il y a le grand hôtel de Chamonix, comme ça, et là, ça me faisait vraiment... Et c'est vachement bien. C'est quand même mieux d'aller travailler à l'hôtel que de travailler dans un immeuble de bureau. Voilà. Bon, moi, c'est ce que j'ai dit. Ouais, mais quand même... Et puis finalement, si ils sont mieux faits. Eux, ils trouvent ça plutôt sympathique. Voilà. Alors, je fais des logements à Nancy, par exemple. Voilà. Alors, vous voyez, ça prend des formes un peu bizarres quand même en ce moment, ce que je fais. Hein. Ça, j'ai eu du mal. Hein. Oh, je ne sais pas encore ce que ça va donner, d'ailleurs. Je dis à mon client que ça va être super. Alors moi...
Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Non, pas que je m'en fiche, de toute façon. Je m'en fiche un peu. Parce que c'est un peu bizarre, de toute façon. Il y a quand même de jolies choses sur ce projet. Hein. Regardez, à l'intérieur, les escaliers. Les escaliers qui montent entre les blocs, à l'intérieur, en structure métallique, avec ces petites bielles. Voilà. Bon, on va voir. On va voir. Ça, c'est d'autres logements, mais je vais aller vite. Hein. Ça, c'est à Rouen. Voilà, en bois. Là, il a fallu négocier. Mon client ne voulait pas de bois. Il voulait des menuiseries, vous voyez, des fenêtres en PVC. Vous voyez ce que je veux dire, en plastique, là, hein, qu'on met partout, là. Ce qui est une vraie cochonnerie environnementale. Jamais, jamais, sachez-le, une fois pour toutes, ne jamais utiliser ça. C'est un vrai poison pour l'environnement, outre que ça bouffe du pétrole, etc. Mais après, on ne sait pas les recycler. Très, très vite, dès que ça pourrit, ça dégage des gaz toxiques. Si vos parents en ont, vous faites changer ça tout de suite. Et donc, il voulait des fenêtres comme ça. Donc, je lui dis pas non. Voilà. Et puis, surtout pas de bois en façade, parce que le bois, ça vieillit, ça devient gris. Et oui, ça va devenir gris. Moi, j'adore ça. Voilà. Voilà. Ça va devenir très gris, très sombre. Ouais. Bon. Mais moi aussi, je vieillis. Hein. Je me trouve pas si mal. Hein. Donc, voilà. Puis des projets plus rigolos. Vous voyez, là, ça, c'est un projet à Monaco. Par exemple, pour une île artificielle. Ça ne va pas se faire, on fait une île artificielle. Ce n'est pas une île artificielle, c'est une extension sur la mer de la ville. Alors là, avec des objectifs développement durable, bon, le projet est abandonné. C'est dommage, mais voilà. Vous voyez, derrière les tours, c'est Monaco maintenant, et nous, le projet, c'est le projet tout bas devant. Voilà. Voilà les immeubles qui étaient prévus. Du bois aussi. Mais j'adore le bois, hein, j'avoue. Voilà, vous voyez là, le projet s'appelait Cap Grace, en souvenir de la princesse Grace, bien sûr. Voilà, et vous voyez les consommations, les calculs, c'est-à-dire en vert, c'est ce qu'on produit, en rouge, c'est ce qu'on consomme. Alors bien sûr, vous voyez bien juillet, au milieu de l'année, là. Hein, c'est creux dans le rouge, là, puisque forcément, c'est pas là qu'on consomme le plus. Pas besoin de chauffage, pas trop besoin d'éclairage, etc. Mais c'est là où on produit le plus aussi. Donc après, se pose plein de questions. C'est là que c'est vachement intéressant en tant qu'architecte. Comment on peut lisser cette courbe? Comment est-ce qu'on fonctionne? Parce que produire beaucoup d'énergie au moment où on n'en a pas besoin, c'est pas forcément intéressant. Donc, il faut travailler sur les réseaux. Voilà, ça, c'est d'autres logements que je suis en train de construire près de Paris, à Vitry. Des logements tout en bois aussi. Voilà. C'est la façade nord, ça c'est l'intérieur de l'îlot. Ça c'est un projet au Maroc, au sud d'Agadir. Voilà. Donc là, il s'agit vraiment d'un projet d'une ville pratiquement. Hein. C'est une ville pour 60% touristique et 40% pour les locaux, dans le désert. Hein. Ce ne sont que des dunes, vous voyez le paysage là, hein. Ce ne sont que des dunes. Et ça, c'est un grand sujet. Moi, je travaille avec mes étudiants autrichiens, enfin, certains étudiants, j'en ai 700 à 1000 qui passent dans mon institut tous les ans, donc c'est presque plus une école. Il y a 3500 étudiants en architecture à la faculté d'architecture de Vienne. Donc, j'ai un petit groupe avec lequel on fait un projet toutes les années de structure touristique autour de la Méditerranée et si possible au Maghreb. Donc, on a fait plusieurs projets au Maroc, en Tunisie, au Liban. Voilà, l'année prochaine, on voudrait bien aller voir Kadhafi. Bon, on va voir. Voilà, ça, c'est un des hôtels, vous voyez, dans les dunes qui s'ouvrent vers la mer, en plan. Ça, c'en est un autre. Ils sont cachés complètement dans les dunes, vous voyez. Ils sont enfouis. Une sorte que les cheminées de ventilation. Alors ça, c'est un projet, bien sûr, totalement autonome en énergie, plus que ça, autonome en eau. Vous savez ce qu'on fait? Comme il y a beaucoup de soleil là-bas, on peut produire l'électricité avec le soleil, bien sûr. Il y a du vent, donc on peut avoir des éoliennes. Mais la nuit, le soleil ne marche pas. S'il n'y a pas de vent, comment on fait? Les batteries, c'est une cochonnerie. Alors, la journée, avec ce surplus de soleil, on pompe l'eau de la mer. On la monte jusqu'en haut du site, à 80 mètres de haut.
Et la nuit, on la relâche et on la fait passer dans des turbines pour produire de l'électricité. C'est pas joli, ça? Transformer le soleil en eau et l'eau en électricité? Non. Bon. Ça, c'est un projet aussi que je fais à Paris, très, 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 très compliqué. Il y a dedans une auberge de jeunesse, une bibliothèque, des locaux d'activité, une salle de spectacle. Tout ça dans un volume extrêmement contraint, dans une halle existante. Et donc, moi, bien sûr, vous avez compris, j'ai dit, bah, la halle, ça va faire le chapeau, ça va faire l'abri. Et dessous, on va construire des bâtiments en bois. Voilà. Tous les autres avaient fait de beaux trucs métalliques. Bon, on a gagné le concours. Voilà, c'est un bâtiment à énergie positive. Et là, on va encore plus loin. On récupère toutes les eaux des douches de l'auberge de jeunesse. On va les traiter sur place par phytoremédiation, c'est-à-dire traitement par les plantes. Et on va les réinjecter dans le bâtiment comme eau pour les toilettes. Voilà. Chaque fois, faut aller plus loin. Chaque fois, faut se battre. Et c'est ça qui est formidable parce qu'aujourd'hui, on rencontre que des gens passionnants dans le milieu de l'écologie. C'est vraiment le challenge de demain. Et chaque projet est un sujet de recherche en réalité. Ça, c'est toujours le même bâtiment. Il y a un jardin qui va avec. Ah, d'ailleurs, j'ai appris, c'est un projet que j'ai fait avec Annie Tardivon, qui va enseigner ici, Annie. C'est ma grande copine, Annie. Voilà. Alors, j'ai fait plein de choses aussi. Voilà. Alors, je vous ai montré ça parce que vous avez Annie Tardivon, 4e photo en haut à droite, et vous avez Pascal Rollet. Où est-ce qu'il est, Pascal? 4e photo en bas à droite, sous Annie Tardivon. Voilà. Ça, c'était tous les gens que j'avais invités, Olivier Brochet, Jacques Ferrier, Marc Barani, etc. Lorsque je suis commissaire d'exposition, j'ai fait plusieurs commissariats, et j'ai fait celui de la Biennale d'architecture de Venise en 2004 sur le sujet du développement durable. Et j'avais fait de la prospective. Vous voyez, c'est en 2014, et Madame la maire de Paris veut se battre contre la désertification du centre de la capitale. Parce que c'est devenu tellement pollué, tout le monde s'en va. Voilà. Donc j'avais, comme ça, développé des scénarios et fait travailler des architectes, les uns après les autres, en 2014, en 2039 et en 2056, pour construire la ville. Ça, oui, j'ai mis cette photo à la fin, c'est pour Annie Tardivon, voilà, les Berges du Rhône. Un projet un concours qu'on a gagné ensemble, qu'elle a ensuite développé, tout l'aménagement des berges à Lyon. Et puis pour vous dire que voilà, pour moi l'engagement il va beaucoup plus loin. J'ai bientôt fini ma conférence. En 2006-2007, avant le Grenelle de l'environnement, Jean-Louis Borloo m'a demandé de lui écrire un rapport sur la situation donc, de la construction en France vis-à-vis du développement durable, ce que j'ai fait, qui a été pour moi un engagement. Alors c'est pas un engagement politique au sens politicard du terme, on va dire. C'est un engagement éthique, philosophique, voilà, aussi technique et humain. Et donc j'ai beaucoup travaillé pour le ministre. Je pense que je vais continuer pour le nouveau, celui qui est ministre du Logement pour apparu maintenant. Et donc j'ai passé énormément de temps à travailler, à militer, à écrire tout ça. Aujourd'hui, alors je vous le dis, je vous l'annonce tout de suite, il faut que vous prépariez, vous dépensez, je pense, 12 € chacun, chose comme ça. Je ne sais plus combien il va coûter. Je sors un petit livre qui est totalement à votre attention, puisqu'il s'appelle « Le petit manuel de la conception durable à destination des étudiants ». Ou des débutants plutôt, des débutants. J'ai écrit parce qu'il peut y avoir des professionnels de mon âge qui débutent dans le développement durable. Voilà, et donc ça va sortir là dans les jours qui viennent. Et c'est donc un tout petit guide avec des petits dessins que j'ai fait en collaboration avec mon fils, architecte et designer, et qui explique les questions qu'il faut se poser quand on fait un projet pour essayer de l'inscrire dans une démarche de développement durable. Et puis je fais une autre chose qui va vous concerner tous ici, pas forcément ceux qui sont en première année, mais les autres, c'est que je lance un grand concours international, un prix international, auprès de toutes les écoles d'architecture et d'urbanisme du monde. Donc je m'apprête à envoyer à peu près 3000 affiches pour récompenser des projets d'étudiants accompagnés de leurs enseignants
qui sont particulièrement vertueux en termes de développement durable, voilà, et qui ont été faits dans les 2 ans passés. Il s'appelle Blue Award. Blue parce qu'en allemand c'est B-L-U-E. Et c'est Bauen eine lebenswerte Umwelt und Erde. Voilà, vous avez tout compris. Voilà. Il y a 15 000 € de prix, donc c'est très bien primé. Les étudiants doivent envoyer un projet sur 2 formats A1 avec un petit papier certifié par leur enseignant, comme quoi ça a été un projet d'école. Ils doivent l'envoyer avant le 2 février. Il y aura un jury. Et pour ceux qui seront mentionnés ou qui auront un prix, eh bien, ils seront invités à venir à Vienne avec leur billet d'avion et leur hôtel payé, bien entendu. Et ils recevront un prix entre, on va dire, 1 000 et 6 000 €. Voilà. Donc, c'est un grand concours. J'en suis ravie. Je le lance depuis Vienne, mais j'espère que j'aurai un maximum de réponses françaises. Parce que si j'ai que des Autrichiens comme... non, on va quand même se ridiculiser, donc c'est pas possible. Voilà. Et je voudrais dire que que ça m'a fait très plaisir de vous parler ce soir, que j'étais ici aussi parce que j'ai eu la grande chance et le grand honneur d'être nommée commissaire pour la Biennale de l'habitat durable qui va se dérouler ici à Grenoble en mars 2010. Et donc, ça sera peut-être l'occasion qu'on se rencontre à nouveau. Bonne soirée.